Alors si je comprends bien, on commence. Je vais laisser la parole à Lucie, mais je voudrais dire d'abord merci à deux personnes. L'un dont je ne citerai pas le nom parce qu'il a refusé que je cite son nom, qui a relu, lui, sur la forme et pour rendre visible le texte. Par exemple, il m'a fait supprimer 365 points d'exclamation. Il m'a fait supprimer 272 points de suspension, etc., etc. Donc lui, je le remercie, il refuse que je dise son nom, donc je ne dirai pas son nom. Mais pourtant, si c'est relativement lisible, c'est en grande partie grâce à lui. Et puis il y en a une autre auquel je tiens à dire merci. Elle n'est pas loin. C'est Lucie, parce que non seulement elle m'a soutenu en disant qu'il faut que j'écrive ce livre, mais en plus, elle m'a posé des questions sur le fond, Et en particulier, c'est elle qui m'a aidé à repenser, redécouvrir ce que j'avais un peu laissé de côté, la pensée méridienne. Voilà, alors je laisse la parole maintenant à Lucie, en remerciant d'être là. Il est bavard et il monopolise tout de suite la parole. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas bavarde du tout. Alors, bon laser à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, vous avez pour la plupart l'habitude de voir deux intervenants assis à cette tribune. Si vous pensez que cela est le cas ce soir, je dois rapidement dissiper cette impression, cette certitude. En effet, ce soir, nous nous trouvons dans une situation particulière où existe un seul intervenant essentiel, le père Jean-Pierre Boilafou, qui se trouve ici pour présenter son livre publié il y a environ 2 mois. La deuxième personne, qui se trouve devant vous, moi en l'occurrence, ne se trouve présente que, non pas en tant qu'intervenant au sens classique du terme, c'est-à-dire pour soutenir en complémentarité ou en opposition, une opposition sur une thèse ou une problématique que soutiendrait l'autre intervenant. Je ne suis là en quelque sorte qu'une voix off, intervieweuse, dont la tâche unique consiste à poser des questions à Jean-Pierre pour l'amener à parler de ce livre, lui faire dire ce que peut-être il n'a pas pu dire dans les médias ou dans d'autres interviews, et auxquelles il a répondu. Et cette tâche qui m'incombe est un peu difficile. D'abord parce que je ne suis pas une spécialiste de l'interview, et ensuite parce que mes questions se doivent d'être pertinentes pour permettre à Jean-Pierre de développer et d'expliquer le mieux possible quels objectifs il souhaitait atteindre en écrivant ce livre. Et d'autre part, il faudrait que mes questions n'anticipent pas les vôtres, public, auditeurs, qui avaient lu ou non ce livre. Ceci dit, je garde, bien que non bavarde, la parole quelques instants avant d'aborder les questions directes. Pour vous narrer une petite anecdote qui évoque un peu la genèse de ce livre. En 1999, dans des circonstances fortuites dont je passe les détails, mais que je me refuse à considérer comme hasardeuses, j'eus l'occasion de lire un DEA déposé par Jean-Pierre à l'université de Corti et s'intitulant « L'évolution du sacré en Corse ». Cette lecture imprévue constitua une révélation pour moi, pour diverses raisons. Dans ce texte écrit par un prêtre, explorant le champ du sacré, je m'attendais à trouver une étude traitant du sacré, bien entendu, mais strictement liée au domaine religieux, chrétien, catholique, apostolique et romain. De la manière dont ce sacré pouvait évoluer, perdurer en Corse ou s'étioler. Or, tout de suite, je me rendis compte que, si bien sûr il traitait de cela, l'ensemble du texte me semblait dépasser largement ce champ d'investigation pour atteindre une peinture de la Corse et proposer un regard et une démarche anthropologique, sociale, politique, historique, dont l'objectivité ne se trouvait, en tout cas pour moi, en aucun cas déformée par la subjectivité du prêtre.
Je fis part alors de ces impressions à Jean-Pierre, et lui disant que ce travail, pour le moins original et très fort, pourrait se révéler intéressant pour les Corses ou pour ceux qui s'intéressent à la Corse. Ce à quoi il me répondit très gentiment, mais très fermement, pour ne pas dire brutalement, le connaissant, que je devais me rendre compte qu'il était prêtre avant tout, ce qu'il pensait que j'avais oublié, et que si ce genre de travail le passionnait, il se considérait d'abord comme au service de ses frères humains, et que cette tâche considérable ne lui laissait pas le temps de s'atteler à un tel livre. Puis, en 2011, il me fait part de sa volonté de s'atteler à un livre sur la Corse. Et lorsque je lis les premières épreuves, j'y trouvais la confirmation de mes premières impressions. Et si je devais aujourd'hui, avant de poser des questions plus précises, caractériser ce livre, je le définirais d'abord par ce qu'il est et par ce qu'il n'est pas en même temps. Ce n'est pas un livre d'histoire, mais l'histoire est présente quand cela s'avère nécessaire. Ce n'est pas un livre religieux, bien que le religieux et le sacré soient explicitement ou implicitement partout. Ce n'est pas un livre de sociologie, bien qu'il soit question de sociologie. Ce n'est pas un livre strictement politique, bien qu'il y ait beaucoup de politique. Il constitue, en fait, un métissage de genres, un croisement de plusieurs champs exploratoires qui forment une espèce de fresque chronologique dans son ensemble. Et dans la cohérence de cette fresque et de ce métissage me semble maintenue par deux fils tendus essentiels. Un, le fil de l'anthropologue qui regarde avec acuité une société en particulier, la nôtre, la Corse, et deux, une analyse fondée sur l'expérience de toute une vie de prêtre. Ces deux analyses conjointes, s'appuyant sur le passé et le présent de la Corse, conduisent inévitablement dans le livre à aborder des questions et une prospective sur l'avenir de cette Corse, donc à poser des questions, à suggérer des réponses à ce propos. Je vais commencer par des questions. Donc, il va y avoir... je vais poser un petit groupe de questions d'abord auxquelles Jean-Pierre va répondre de manière globale, de manière à ce que ce soit lui qui ait la parole plus que moi, et que ce soit lui le plus bavard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais commencer par poser des questions sur ce qu'on appelle le paratexte en jargon d'analyse, c'est-à-dire les alentours du texte proprement dit, du corps du livre. Les pages de couverture, dont vous avez certains des photocopies, le titre, l'auteur, l'intro, la dédicace, les annexes, le sommaire, bref, un ensemble d'éléments qui nous offrent des attentes, des horizons d'attente de lecture que le corps du texte va confirmer ou non, ou Jean-Pierre lui-même, quand il répondra à ces questions. Donc si nous commençons par regarder la première page de couverture que vous avez en photocopie, trois éléments importants sont à remarquer. Le nom de l'auteur, le titre, le graphisme. Alors le nom de l'auteur, Jean-Pierre Bonafou-Omy, personnellement, ça m'interpelle. Pourquoi ? Parce que d'autres prêtres que lui, d'autres gens qui ont une fonction sociale écrivent des livres et ne mettent pas cette fonction sociale. Donc, je dis pourquoi cette fonction est-elle ici accolée au nom de l'auteur ? Deuxième question, le titre. Toute mutation d'une société, donc vous avez le titre devant vous, la Corse en mutation ou terramonte, c'est-à-dire le tremblement de terre. Ce titre, pour moi, surtout le mot terramonte, a une connotation de
violence, de douleur, et me fait penser plutôt à une révolution, car toute société en mutation ne subit pas ce qu'on pourrait appeler un tremblement de terre. Donc, je demande à Jean-Pierre de justifier ce titre. Troisième question, après il va répondre tout de suite à ces trois questions. Ce graphisme très suggestif, dont vous avez aussi la photocopie, représente la Corse telle que nous la connaissons, une île, mais présente selon moi une caractéristique étrange, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les continents sont sur cette île et ou des plaques tectoniques. Alors, est-ce que Jean-Pierre peut nous donner quelques indications sur le choix de ce graphisme et ce qu'il peut signifier? Voilà pour le premier groupe de questions. Tu les as, toutes les trois? Oui, je les ai toutes les trois, alors je vous rassure, la parole vous sera donnée. Là, c'est simplement un apéritif. Les questions que, entre elle et moi, c'est un apéritif. Alors, je vais tâcher de répondre aux trois questions. Jean-Pierre Bonafou, OMI. Oui, j'ai tenu à marquer que je suis au Blanc de Marie Immaculée, parce que autant je prends des distances, j'allais dire, scientifiques avec l'analyse anthropologique, autant c'est ma personne qui est engagée. Je suis missionnaire au Blanc de Marie Immaculée, avec tout cela signifie, en particulier, la devise que notre fondateur nous a donnée, il m'a envoyé aux plus pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux plus pauvres. Et les plus pauvres sont évangélisés. Donc c'est clair que... alors, je profite pour dire que l'anthropologie, il y a 50 ans... Pardon, c'est après. Il y a une question sur l'anthropologie après, mais j'ai commencé, tant pis. L'anthropologie, il y a 50 ans, c'était des gens qui partaient de la culture occidentale pour aller voir les cultures africaines, et ils ne se rendaient pas compte qu'ils apportaient leur culture et qu'ils lisaient avec leur culture. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'anthropologue est quelqu'un qui est à la fois engagé, mais qui doit prendre des distances par rapport à l'engagement. Ça, c'est pour l'OMI. Ensuite, Outéramut. Oui, c'est un véritable tremblement de terre que nous avons vécu. Je vais simplifier. Il me semble que nous avons vécu en 30 ans, entre 1880 et 2010, ce que, par exemple, Menton a vécu en 150 ans. Une évolution que ce qui était quand même une île à l'intérieur entre l'Occitanie et l'Italie, entre le pays Nissa, Menton. Je parle de Menton parce que nous y sommes allés, c'est la patrie du Père Albini, et que nous avons eu beaucoup de contacts avec les Mentonnais. Donc Menton a vécu progressivement une ouverture sur le tourisme, sur les échanges, sur le commerce. Nous, en Corse, ça a été d'une brutalité invraisemblable. Invraisemblable. Et donc, c'est un véritable tremblement de terre. Dire que les 2/3 de la population corse sont aujourd'hui sur les côtes et que plus de la moitié est dans 3 villes, on ne peut pas se rendre compte à quel point cela est brutal. Brutal par rapport même à 1980, date à laquelle j'étais nommé curé de Guagno et de Bologne, ensuite. Donc, c'est vraiment, nous sommes dans un autre univers, et ça s'est fait avec une rapidité et une brutalité totale. Ensuite, la troisième, le dessin, c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais choisi un dessin de mon ami Jean-Laurent qui est là, mais il est en couleur. Ce dessin, au départ, représentait la Corse avec différentes facettes, une Corse avec plusieurs plans. C'est impossible de rendre en couleur parce que la collection ne prend pas en couleur, et donc c'est ce schéma qui a été exposé. Oui, c'est vraiment des plaques tectoniques qui se conjuguent et qui viennent nous percuter de plein fouet. On continue? On continue. Tu voulais parler de Outéramut ou de Polonie?
Voilà. Quoi? Oui, alors bon, comme vous voulez, c'est vrai que les trois mutations les plus terribles et dont nous n'avons pas fini de prendre la mesure, c'est, donc une, je l'ai dit, il y a la ville et le village. Bon, je veux dire, moi, mes amis, en particulier des foyers ruraux, les Achille Martinette et autres, ils pensaient que la priorité était de revitaliser l'intérieur. Et que la ville, ils ne regardaient pas. Et je pense à un ami du CPS, Centre de promotion sociale, qui me disait, nous n'avons pas vu que le monstre se développait sous nos yeux, nous regardions les petites chèvres qui broutaient dans la montagne. Et c'est vrai que la ville a explosé et que les villages ont perdu leur âme. Et que là, ça a été le premier changement terrible. Le second, ça a été l'arrivée de l'argent et du tourisme. Et on voit les conséquences de l'argent, je le dis rapidement, dans la violence immédiate. Il est évident que l'argent est roi et c'est lui qui assassine, mais il cache, cet assassinat cache d'autres violences qui me semblent encore plus graves et traduire le mal-être profond de notre population. Et je vais dire certaines choses, je ne sais pas si c'est ça qu'elle me demande, mais moi maintenant je suis parti. Bon. Donc, c'est. La Corse est la première région de France pour les IVG, pour le suicide des jeunes, pour les familles monoparentales. La Corse, où la famille est reine et où on parle de la famille, c'est le maximum de taux de familles monoparentales de France. Et quelque chose qui peut paraître inaperçu, parce que ça ne paraît pas dramatique, l'obésité infantile avec 4 régions continentales fortes. L'île, Pas-de-Calais, le Nord, la région parisienne, PACA et la Corse. Dans les 3 premières, l'obésité infantile a diminué. En Corse, l'obésité infantile continue à augmenter. Voilà, alors si vous voulez, ça c'est la situation du mal-être, et une des causes du mal-être, c'est que l'argent est devenu roi, on y reviendra peut-être sur le terme. Et la troisième raison de ce terremoto, la troisième cause profonde, je ne m'en étais pas rendu compte au moment où, à la suite des entretiens que j'avais faits dans le DEA, il y a plusieurs choses qui me sont apparues, mais ça, je ne m'en étais pas rendu compte. Il m'a fallu revenir après, c'est la fin des colonies. Je vais simplifier de 2 manières. D'abord, les Corses, forts de leur identité, qu'ils soient de Reno, de Guagno, de Cogne, lorsqu'ils partaient, ou de Marignane, lorsqu'ils partaient en Afrique, ils étaient solides, ils emportaient leur village, leur identité. Et est-ce qu'il y a des Gogners et des Sotchés? Bon, je vais faire une blague. Un Gogné se méfiait plus d'un Sotché qu'un Gogné ne pouvait se méfier d'un Africain. Il accueillait l'Africain, mais le Sotché était probablement un ennemi qu'il fallait combattre. J'exagère à peine, hein, mais j'exagère un peu. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même une qualité de beaucoup de Corses, forts de leur identité, pour aller bon, et je me cite un exemple. L'exemple que je cite, c'est le cousin germain de ma mère, c'est pour ça que j'ai des éléments sur lui. De Rennes. Bon. La fin des colonies a été, pour les Corses, une catastrophe. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais dire quand même une chose, c'est qu'autrefois, le jeune Corse cherchait sa fierté, son identité, en allant conquérir ailleurs, dans les colonies. Aujourd'hui, c'est la CAPA et la communauté urbaine bastiaise, la CUB, qui donnent des emplois aux jeunes Corses. Vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Dans un cas, c'était une aventure qui forgeait un homme.
Dans un autre cas, c'est les réseaux qui redonnent des situations. Voilà, on pourrait continuer, mais c'est peut-être pas ce que tu me demandais. Si, tout à fait. Mes questions sont faites pour que tu développes le thérapeute, c'est ça. Bon, on revient toujours sur ce paratexte qui, vous voyez... Pardon, excuse-moi, il faut prendre le micro. Oui, pardon. Oui, vous entendez? Alors, je reviens à cette question de... Là, vous avez une photocopie aussi. Ce livre a l'originalité de ne pas présenter de véritable introduction classique, canonique. Il présente 3 avant-textes. Une dédicace, tu pourrais nous la lire, Jean-Pierre? Je reprends le micro et mes spéciettes. À tous mes frères et sœurs que j'ai rencontrés sur les routes de ma vie et qui m'ont aidé à avancer, et ça c'est la devise de l'association des amis, et la communication, la fraternità et la fede. Donc, il ne présente donc pas d'introduction, il présente une dédicace et un magnifique poème de Jacques Fouzine, dont vous avez la dernière strophe en français encore sur la photocopie que je vous ai fait distribuer. Alors, je demande à Jean-Pierre pourquoi ce choix, aussi bien de dédicace que ce poème en guise d'introduction, et enfin l'avant-propos qui s'intitule « La Corse aujourd'hui, comment essayer de la comprendre ?» Est-ce qu'il est si difficile aujourd'hui, à nous tous, en dehors de ton livre, puisque ça semble un des objectifs de nous faire mieux comprendre la Corse, est-ce si difficile pour nous tous de comprendre la Corse aujourd'hui? Est-ce que Jean-Laurent, toi qui es poète, artiste, tu pourrais nous lire ce que Fouzine, au moins la dernière strophe? La dernière strophe en Corse. En Corse. Jean-Pierre. La notte ci è, quell'alba come aspetta, un'aria di speranza, con l'umana larezza, quella che ferma in cuore quando tutto si lagna e che i mari eterni ci avvignano e colpisce, che l'umana s'appronta, è ora di edificare. Alors, ce qui est bien chez Jacques Fouzine, c'est que les poèmes en Corse et les poèmes français sont chacun des poèmes dans leur langue. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des poèmes. Il est dans chaque nuit une aurore attendue, une forme d'espoir que chaque humain cultive, celle qui reste en nous lorsque tout se lamente et que les pires mots nous cernent et nous affligent. Car demain se prépare et il faut le construire. Donc voilà, c'est 2 questions, c'est 3 questions, pardon, si tu peux y répondre globalement. Alors, oui, c'est vrai que, en particulier, si vous voulez, je veux dire que la dédicace à tous mes frères et sœurs que j'ai rencontrés sur les routes de ma vie, elle reste vraie aujourd'hui encore. Elle ne change pas. Elle reste vraie aujourd'hui encore. Et qui m'ont aidé à avancer. Mais, d'une manière aussi plus anthropologique, j'avoue que les 20 interviews que j'avais fait entretien semi-directif, c'est-à-dire que, ainsi que l'a bien exposé Lucie, si je demande qu'est-ce que c'est le sacré pour toi, on pensera tout de suite aux religieux. Encore qu'en Corse, il y a beaucoup de proverbes sur le sacré. La parole data et sacrata. Pardon, c'est pas maintenant? Bon, on y reviendra. Donc, ces personnes qui m'ont aidé à découvrir beaucoup de choses, la question que je leur posais, c'était qu'est-ce qui compte pour toi? Et éventuellement, sur quoi tu es prêt à te sacrifier? Et donc, c'est à partir de là qu'il y avait des entretiens semi-directifs en Corse ou en français. Donc, c'est vraiment ces personnes, alors c'est vrai que tout au long de ma vie, hein, mais spécialement dans la rencontre de la Corse, il m'était impossible de ne pas rencontrer la Corse sans rencontrer des Corses. Et quand une personne me raconte sa souffrance lorsque elle était gamine et qu'elle était,
d'une famille pauvre qui vivait dans une seule pièce et qu'elle était écrasée par le mépris des gens de son village et qu'elle allait faire laver les linges au lavoir, etc., etc. Vraiment, il faut entendre ces cris. Il faut entendre cela. Et ça, c'est... Si vous n'avez pas rencontré les personnes, vous ne pouvez pas le comprendre. Ensuite, le poème de Fouzine. Bon, Jacques, vous l'avez compris, est un ami. Et je reprends son chemin. C'est vrai qu'il a quitté la Corse par nécessité pour survivre. Bon. Et que c'est sur le continent qu'il a gagné ses galons, d'abord de poète, et puis d'écrivain, et puis de professeur. Et puis lorsqu'il est revenu en Corse, il a voulu revenir en Corse. Et donc il a contribué largement, d'abord à l'univers culturel, avec en particulier Kant, qui se lançait. J'ai plutôt un ami, donc tout cet univers qui se relançait. Mais il a vécu le drame de celui qui part, qui garde dans son cœur la Corse, qui revient, qui retrouve une Corse défigurée et qui se dit oui, aujourd'hui il nous faut construire. Et je trouve que cette poésie traduit tout. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Comment essayer de la comprendre? Est-ce si difficile de comprendre la Corse d'aujourd'hui? Oui, c'est difficile parce que nous sommes dans l'immédiateté. Nous sommes dans le choc des images. Et quand je vois l'évolution, par exemple, d'un journal, je ne sais pas s'il y a comme Corse Matin, c'est vraiment de plus en plus le spectaculaire ou les personnalités qui ont la parole. Je pense que nos télévisions, Viastel et même RCFM, de manière différente, donnent davantage la parole au peuple. Mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre la Corse, la situation de la Corse d'aujourd'hui, si on ne voit pas le chemin qu'elle parcourt et qu'elle a parcouru. Si on ne voit pas aussi les réussites. Vendredi dernier, j'étais à Bocognane. Si, quand Achille Martinel est arrivé à Bocognane, il y a 35 ans à peu près, on aurait dit, le pire, qu'il serait le maire de Bocognane. Ça paraissait quelque chose de... Bon. 2, que la châtaigneraie corse serait revivifiée et qu'elle serait reconnue au plan européen dans ses produits et dans sa qualification, personne ne l'aurait cru. Et vendredi, je lui ai demandé, il me dit, je le rêvais, mais je n'aurais pas cru. Donc, vraiment, comprendre la Corse, comment essayer de la comprendre, la Corse d'aujourd'hui, il faut voir tout le chemin et à travers ses succès, comme ses épreuves et ses difficultés. Est-ce que je réponds à la question? Le public, vous pensez qu'il a répondu à ma question? Oui? Bon, on continue. Bon. Le double titre de la première partie en français en Corse m'intrigue, je vais le lire. Faire naître une Corse nouvelle. Pardon, excuse-moi. Faire naître une Corse nouvelle par la nascita di una nostra Corsica. Alors en français, faire naître une Corse nouvelle, pour moi et pour tous ceux, pour vous tous sans doute, ce titre signifie plutôt qu'il existe une Corse ancienne qui serait peut-être atteinte d'obsolescence et qu'il faut donc renouveler et recréer. En revanche, en Corse, si on retrouve un peu les mêmes mots, la bonne traduction donne pour la naissance de notre Corse. Et il me semble qu'entre les deux titres, français et corse, il s'opère une sorte de glissement de sens qui supposerait que la Corse est toujours en gestation, existante peut-être, mais pas encore née, pas encore au monde, et qu'elle ne représente qu'une espèce de signifiant flottant encore dans un liquide amniotique. Explique-nous cette variation, si tu peux, de sens. Je vais revenir sur l'identité. J'avais dit précédemment
qu'autrefois, le Corse trouvait son identité à partir de son village, de sa terre, ou paese, et que c'est là, en fait, c'était là le sacré, ce qui lui donnait sa force. Aujourd'hui, donc c'était Ata ou paese qui donnait la force à l'homme corse. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation exactement inverse. Pour moi, nous sommes dans la situation exactement inverse. C'est tous les habitants de la Corse qui doivent donner son identité à la Corse. La Corse a besoin de tous ses habitants. Et quand je dis ça, j'engage très loin. La Corse est la région de France où il y a le plus de population immigrée. Et à l'heure actuelle, ils vivent... Dans nos villages, ils étaient complètement intégrés. Et même aux enterrements, nos frères musulmans, corses musulmans, allaient aux enterrements catholiques sans aucun problème. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de ségrégation culturelle, sociale, politique et donc religieuse. Et si nous n'arrivons pas à faire en sorte que les différents noyaux de la population apportent chacun sa contribution dans un projet qui serait commun, nous irons vers des refus de l'autre de plus en plus forts. Nous irons vers des rejets de plus en plus calamiteux. La Corse est à l'heure actuelle la région de France une des régions de France qui statistiquement développe le plus sa population. Très bien. Mais cette population est de plus en plus de résidents âgés, soit qui soient continentaux, qui achètent en Corse, soit que ce soit des Corses qui reviennent du continent ou d'ailleurs en Corse. Est-ce que nous faisons face à cette question? Alors c'est vrai, là c'est un peu le responsable passant à la santé qui parle. Est-ce que nous considérons les vieux dans nos villages comme un devoir, ou est-ce que nous sommes capables de les considérer comme une chance? D'abord, bon, je ne vais pas développer, mais d'abord parce que les emplois autour de la vieillesse sont des emplois locaux, et c'est évident. Mais aussi, le Québec a inventé toutes sortes de choses à partir du problème de la maladie d'Alzheimer. De même qu'ils ont inventé beaucoup de choses à partir des soins palliatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience politique et qu'il y a fédéré les énergies économiques, associatives et syndicales. Moi, je souhaiterais, en particulier par rapport aux personnes âgées, que ce même climat d'inventivité puisse exister par rapport aux personnes âgées. Quand je vois qu'à Lyon, moi j'étais dans un EHPAD, responsable de ma communauté dans un EHPAD, les animateurs et animatrices se retrouvaient régulièrement pour échanger, se soutenir. C'est impossible aujourd'hui dans le Grand Ajaccio parce que les concurrences entre les différents EHPAD font qu'il n'est pas question de permettre, sur son temps de travail, de permettre à un animateur ou une animatrice de retrouver d'autres pour échanger et pour avancer ensemble. C'est simplement pour dire que les questions qui se posent aujourd'hui sont fortes. La Corse donnait autrefois son identité aux Corses qui partaient. Aujourd'hui, c'est à tous les habitants de la Corse de donner son identité à cette Corse nouvelle qui doit naître. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tu as voulu dire que cette Corse qui doit naître, en fait, justement, elle est en gestation. Si on continue, parce qu'on ne doit pas continuer sur le chemin qui a été suivi jusqu'à maintenant. Donc, je vais maintenant venir aux annexes. Il y a 2 annexes à ce livre qui sont toujours hors du texte lui-même,
une sur le sacré. Je parle du sacré comme élément du paratexte, mais j'atteins déjà le livre car il est partout, il est déjà dans les premières pages du texte même, et il est tout le temps présent dans le corps du livre, explicitement ou implicitement. Alors je voudrais que Jean-Pierre nous développe plus précisément quelle est sa conception du sacré, en dehors du sacré religieux, même s'il l'intègre, en général et en Corse. Deuxième annexe, l'Église, pourquoi à cette place? Parce que je me pose la question, en dehors de la conclusion du texte même, c'est-à-dire qui est avant les annexes et qui conclut le texte en lui-même, l'ensemble du livre, la question ultime de ces annexes, je me demande si elle ne propose pas une autre conclusion d'autres questions à relier au rappel de ta fonction. Je peux très rapidement lire la conclusion de ces annexes et qui n'ont pas de rapport direct avec la conclusion du livre, que je vous laisserai découvrir pour ceux qui ont le livre. La dernière phrase de l'annexe sur l'Église dit « Comment créer des communautés chrétiennes vivantes pour aujourd'hui, mais enracinées dans nos traditions culturelles et religieuses ?» C'est une double question, à la fois religieuse et à la fois identitaire, et qui me semble former une sorte de cercle qui clôt le livre entre le nom de l'auteur, Jean-Pierre Bonafo-Omi, et cette question finale. Donc, peux-tu nous parler de ces deux annexes, notamment le sacré peut-être, qui sera plus long à développer? Si vous voulez, je me suis rendu compte, je vais résumer, je vais tâcher d'être très court. Dans les entretiens, je ne le croyais pas au départ, je ne pensais pas au départ. Ce qui est sacré en Corse, en priorité, c'est Attar. Ce sacré, c'est le sacré cosmique. Bon, je donne de nombreux exemples. Je vais en citer un le plus court. C'est un ami qui me disait, tu sais Jean-Pierre, je viens à la messe parce que c'est la messe, et puis c'est toi, et puis à la sortie de la messe, on se retrouve au bar, c'est tout ça. À Guadeloupe, évidemment, c'est tout ça. Mais là où j'ai pris le mieux, c'était la chasse. C'était la chasse. Lorsque je suis au poste de battu, et que je suis là seul, dans la nature, je suis là avec tout le monde. Je suis là avec la nature, je suis là avec Dieu, je suis là avec mes morts. C'est là où j'ai pris le mieux. Je vous assure que c'est vrai. C'est vrai que ça correspond à quelque chose de très profond. Très profond. Et donc, si vous voulez, je mets 4 niveaux du sacré. Je pense que chacun de ces niveaux ne supprime pas le précédent. Est-ce que vous avez remarqué qu'à la cathédrale de Sagone, il y a 2 monolithes qui sont à la base, sur les 2 côtés. Dans d'autres cultures, on les aurait cassés. Là, ils ont été intégrés et mis à la base. Ça signifie à la fois que dessus s'est construit quelque chose, mais on les a respectés et on les a intégrés à la base. Je pense que les différents niveaux du sacré, si vous voulez, lorsque Freud parle de la sexualité, c'est vrai qu'il y a quelque chose de sacré dans la fécondité, dans la sexualité, dans la reproduction, mais qui n'abolit pas ces dimensions antérieures du sacré cosmique. Lorsque Durkheim dit que le sacré et le social, c'est vrai, le village, le maire, je montre suffisamment, je pense, a un rôle sacré dans le village, et respecté au Jomère. Il y avait 4 jours. Au Jomère, allez, les 3 autres. Et au Jomaestre. Bon, l'instituteur. Donc c'était des positions un peu... Bon, ça c'est le village.
Ensuite, donc, ce sacré de la société, c'est vraiment Durkheim, pour lequel la société était le sacré par excellence. Et puis, je dis la personne, c'est pas 68 qui a révélé la personne. C'est, j'en suis persuadé, la religion chrétienne. Parce que les autres religions et les autres pays du monde ne connaissent pas ce respect de la personne dans son identité unique. Le respect de la personne humaine, bon, je ne vais pas développer, mais c'est vraiment, et du plus pauvre, du plus petit, de celui qui souffre, ce respect de la personne humaine, c'est vraiment le sacré qui est apporté par la foi chrétienne, qui est utilisé aujourd'hui, récupéré dans un libéralisme économique et dans un libéralisme qui utilise le sacré de la personne pour faire des profits financiers, mais qui laisse la personne totalement désemparée parce que sans repère avec le reste. Alors aujourd'hui en Corse, c'est pas moi qui le dis, mais on le constate, en particulier un certain nombre de prêtres amis me le disent, il y a une remontée terrible de la religion populaire corse d'autrefois. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assumée dans la foi chrétienne. Autrefois, ceux qui étaient ici et qui ont connu Joseph Alzapiedi. Joseph était signador, guérisseur, sourcier, j'en passe. Mais Joseph vivait tout cela totalement intégré dans sa foi chrétienne. Et il disait, le Seigneur, je crois que je le cite dans le livre, hein, j'en parle ou pas de Joseph? Oui. Joseph disait, le Seigneur m'a donné des dons, je dois les mettre au service des autres. Et ça me coûte, car ces gens, dans la foi chrétienne, prenaient en charge la souffrance des autres et participaient à la souffrance du Christ. Bon, j'arrête là. Est-ce que ça suffit sur le sacré? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le sacré de la religion traditionnelle corse ressurgit, mais sans cet enracinement, sans cette culture que donnait autrefois la foi chrétienne. Moi, j'en ai eu un exemple. Il y avait eu une conférence à l'université lorsque j'y étais, donc dans les années 2000, sur l'autre, la conjuration des sorts. Et une fille me dit qu'est-ce que je dois faire pour conjurer l'autre? Je lui ai dit, écoutez, votre question, je ne peux pas y répondre. Nous n'allons pas au monoprix des croyances pour acheter dans le caddie l'autre, et la conjuration de l'autre. C'est tout un monde qui est derrière. Et si vous participez à ce monde, vous rentrez dans une sorte de magie totalement superficielle et qui n'a aucun sens. Si par contre, vous avez cette culture profonde, mais soyons honnêtes, que le net, la télévision, etc., ont tué. Mais si vous avez une culture profonde de la communion, de la nature humaine, communion avec, entre l'humanité et cette nature humaine, et cette nature cosmique, si vous avez ce sens, si vous avez le sens de la foi en Jésus-Christ, qui est venu sauver notre humanité, à ce moment-là, oui, l'autre peut prendre un sens, et vous pouvez le vivre en vérité. Sinon, c'est un truc magique qui n'a aucun sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur le sacré. Alors pour l'Église, la dernière annexe sur l'Église, je dis honnêtement, il fallait que je la fasse. Parce qu'il aurait été impossible que, connu, avec des responsabilités aussi ecclésiales que j'ai eues aussi bien en Corse qu'ailleurs, que je ne parle pas de l'Église de Corse. J'ai fait un survol assez rapide et schématique. Ce que je dis, je le pense. Mais c'est vraiment schématique. Ce qui apparaît à la relecture, c'est que vraiment... Allez, je vais faire une blague pour détendre un peu. Après, il y a encore d'autres questions?
quelle est l'entreprise qui se permettrait de dire ou de changer de président directeur général, une entreprise qui fabriquait des voitures, et le président directeur général dit bon, les voitures c'est terminé, l'avenir c'est au bulldozer, c'est eux qui vont faire l'avenir. Et on change tout et on construit des bulldozers. On change 6 ans ou 9 ans plus tard, on change à nouveau de PDG. Le PDG dit le bulldozer, mais c'est de la rigolade. Il faut construire des voitures de luxe. C'est le luxe aujourd'hui qui paye. Et on construit des voitures de luxe. On pourrait continuer comme ça. Quelle est l'entreprise qui tiendrait à ce rythme? Il n'y en a qu'une seule. L'Église de Corse. Et c'est la preuve que l'esprit est à l'œuvre. Parce que chaque évêque qui est venu n'a absolument jamais tenu compte de ce qui était fait par le prédécesseur. Et on peut continuer comme ça. Ça, si vous voulez. Et chacun a apporté des choses. Chacun a apporté, y compris mon ami Sauveur Casanova. Mais ils n'ont jamais tenu compte de ce qui était fait avant. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Et alors, on arrive à une église qui est souvent refermée sur elle-même et où les luttes de pouvoir peuvent être considérables. Et c'est pour ça que, en tant que chrétien, homme, corse, chrétien, prêtre, curé, j'ai pris en charge Saint-Vingret jusqu'à juillet-août. Je dis vraiment que la question qui est posée à l'Église, et je reprends en partie ce que notre évêque dit, c'est au début de ce monde nouveau, l'Église de Corse est confrontée à une autre question: comment créer des communautés chrétiennes vivantes pour aujourd'hui, mais enracinées dans nos traditions culturelles et religieuses. Est-ce que c'est possible de créer des communautés vivantes lorsqu'il y a 4 ou 5 personnes qui sont présentes à une messe l'hiver dans un village? Moi je réponds oui, et il faut à tout prix que ces 4 ou 5 personnes vivent quelque chose de vivant. Terminé. Petite question avant de passer à... Attendez. Petite question un peu plus légère avant de passer, quoique, à la suite. Le sommaire nous montre une structure en 7 parties, avec de multiples sous-parties qui semblent, je dirais, quelque part alourdir le texte, mais ça repose sur une structure tripartite. Est-ce que tu peux dire laquelle? Et pourquoi tu ne t'en es pas tenu à cette structure tripartite? Faut-il que ce soit moi qui la précise? Tripartite. Tripartite. Tu veux dire passé, présent et avenir? Oui. C'est plus compliqué parce que... Allez, je vais dire du Saint-Augustin. Saint-Augustin disait: le passé, il n'est passé que parce qu'il est présent dans mon présent. Mais il ne faut pas me laisser absorber par le passé, sinon je m'enferme. Le futur, il n'est présent que parce qu'il est présent dans mon présent. Mais il ne faut pas me laisser enfermer par l'avenir, sinon je perds la boule. Seul le présent est présent à son présent. Et je crois que ça explique bien la situation des différents temps. Le passé, c'est vrai, il est important pour comprendre notre présent, mais il est passé. Le futur, il faut le rêver, il faut l'imaginer, mais il faut le construire. Et là, en fait, l'imbrication du passé, du futur et du présent est permanente. Et on ne peut pas comprendre les évolutions si on ne saisit pas cette imbrication totale du présent. Par exemple, la Corse est certainement en tête pour les innovations techniques de pointe, en particulier sur Internet. Savez-vous que Campusplex, à Ajaccio, a des succursales à Los Angeles? Parce que en France et en Europe,
on n'était pas capable de répondre au niveau de projet que eux ont. Mais pourquoi Campusplex est-il... les jeunes de Campusplex ont-ils réussi ce tour de force? Parce qu'il y a eu l'Université de Corse et que le département informatique et technologies nouvelles a été très développé. Et pourquoi y a-t-il eu l'Université de Corse? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne peut pas penser le succès de Campusplex à Los Angeles si on ne voit pas la lutte de Dominique Alphonse, étudiant à Nice, pour qu'une université se crée en Corse. Voilà, on pourrait continuer comme ça. L'histoire est quand même une imbrication de faits et un événement, quel qu'il soit, on ne peut jamais penser tous les prolongements. Mais en même temps, lorsqu'on voit un fait, il faut voir qu'est-ce qu'il a permis et permet de le connaître. Je ne sais plus ta question, c'était quoi? La question c'était pourquoi tu as multiplié en 7 parties ce qui pouvait être traité en 3 parties. Et Mais, donc, oui. est-ce que ça ne te permet pas d'aborder des questions qui pourraient paraître au lecteur des redites, mais d'aborder des questions, par exemple, je dirais la question des jeunes ou des vieux, peu importe laquelle, sous plusieurs angles de vision. C'est vrai. Ce que ne t'aurait pas permis la structure tripartite. Voilà. C'est vrai que la question des jeunes, par exemple, elle apparaît à plusieurs moments. C'est vrai que la question du nationalisme apparaît à plusieurs moments. Et que, comme je ne cherche pas à faire une histoire, mais à avoir une vision, j'allais dire, dialectique, d'aller-retour entre les réalités, les événements et les personnes, je suis obligé d'amener à reprendre certains événements et certains faits au long des... Oui, c'est vrai, voilà. Je ne peux rien dire de plus. Merci. Je passe sur une question sur l'anthropologie, parce que tu l'as définie tout à l'heure, ta conception de l'anthropologie. Alors j'en arriverai à une question qui me paraît essentielle. Est-ce qu'on peut définir ce livre en le disant résolument engagé? Je pose la question parce que l'on peut dire que dans ton choix d'écriture, quand tu tiens le fil anthropologique, historique, politique, social, on a l'impression que la voix narratrice se fait neutre, voulant énoncer des faits et des informations qui peuvent être entérinées par tous les lecteurs. En revanche, quand tu parles également du politique ou de ces questions, mais différemment que sous l'angle informatif, c'est un jeu très personnel qui s'exprime. Cela m'amène à te demander d'abord de quelle manière se manifeste cet engagement, s'il existe, pourquoi et pour qui. Ensuite, cet engagement t'amène-t-il à proposer des solutions certitudes radicales pour soigner le mal-être de la Corse et faire naître une autre Corse à partir de ses atouts réels? Cet engagement, s'il existe, encore, je répète, quelle place laisse-t-il au lecteur? Enfin, le regard que tu portes sur la Corse d'aujourd'hui s'ouvre-t-il sur une vision optimiste ou pessimiste de son devenir, sur son devenir? Alors, je répéterai s'il faut. Non, mais tu fais une différence que moi j'ai pas sentie personnellement, parce que le jeu, il est aussi engagé et dégagé dans l'anthropologie, l'historique et le politique. Il n'est pas neutre, ce n'est jamais neutre, et j'ai pas l'impression d'être plus engagé comme jeu dans le social, le religieux ou le politique. Je pense que, alors ça me vient à la question plus profonde, je pense que si ce livre pouvait aider certains d'entre nous à retisser des liens, mieux comprendre ce qu'ils ont vécu, mais surtout à réinventer, à relire leur chemin personnel.
à recomprendre et voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent faire, je le dis très simplement, pour construire cette Corse dont nous avons besoin tous. Oui, c'est un livre, oui, il y a un auteur, oui, il y a un jeu. Mais je voudrais, alors peut-être que je n'y suis pas arrivé, mais je voudrais que ce jeu laisse la place à tous les autres jeux du lecteur. Je voudrais que ce ne soit pas, il y a un mot qui m'a choqué, des solutions, des certitudes radicales que je propose, mais un chemin. Et que ce chemin puisse rencontrer d'autres chemins. Et que ce chemin puisse croiser d'autres chemins pour qu'ensemble, nous puissions avancer. Chacun. À Bocognane, j'étais avec Jacques Réalité, je crois que c'est ça, un militant communiste, qui a fait tout un chemin, et il a expliqué un peu ses joies et ses souffrances aujourd'hui en tant que militant communiste. Eh bien, je me dis, c'est vrai, bon, je parle peu du Parti communiste, hein, et lui m'a dit, est-ce qu'il y avait très peu de part de politique dans mon livre? Je ne me rends pas compte, hein, le but n'était pas ni d'en faire une analyse politique, ni c'était plutôt la société qui se vit à travers des réactions politiques, certainement. Bon. Mais moi, mon but n'est pas d'imposer une certitude doctrinale et radicale. Alors, je vais plus loin. Je pense qu'un des drames du FLNC et de tous les avant-gardes, du Parti communiste aussi, à un moment. Les avant-gardes, elles ont raison de chercher et d'être à l'avant-garde. Mais elles ont tort lorsqu'elles se pensent propriétaires de ce qui est l'arrière-garde et la masse. Constamment, l'avant-garde doit se remettre en question pour se dire qu'est-ce que les autres comprennent, entendent et vivent. Quand une avant-garde comme le FLNC s'est fait à la fois avant-garde, juge et exécuteur, nous sommes dans le totalitarisme le plus absolu, le plus destructeur. Si une avant-garde, allez, je vais encenser, comme une communauté chrétienne vivante, est capable d'entendre tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas de la communauté chrétienne, oui, à ce moment-là, elle vit pleinement son rôle. Je crois que constamment, nous avons à nous remettre en question. Et quelle place je laisse au lecteur? Je voudrais dire toute la place. Et loin de toute certitude idéologique massive et qui s'imposerait aux autres. Non, je pense que le lecteur, je voudrais, alors, moi, ma joie, c'est lorsque 2 ou 3 personnes m'ont dit, bon, il y a des compliments, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne vous le disent pas, hein, ils n'osent pas vous le dire en face, parce que ça ne se fait pas. Mais les compliments, c'est, ils m'ont touché, de personnes âgées qui m'ont dit, ah, Jean-Pierre, tu m'as aidé à comprendre un peu des aspects de ma vie, je n'avais pas fait tous les liens, et là, tu m'as aidé à comprendre. Et un autre qui m'a dit, 80% de ce que tu as écrit, grosso modo, je le savais. Mais mettre les 20% en plus, ça m'aide à avoir une cohésion sur un ensemble et à repenser des choses. Voilà. Donc moi, le but n'est pas d'avoir raison, mais le but, c'est que vous, chacun dans votre route, vous ayez raison de continuer à avancer dans la route qui est la vôtre.